Bonsoir et bienvenue pour ce troisième numéro d'Entre-deux. Troisième numéro qui, bien entendu, se tient toujours à l'Hôtel Astoria. Mais après la création, le théâtre, le cinéma, l'interprétation, la musique, nous allons passer ce soir à une vision un peu différente, celle d'un acteur, d'un homme de terrain engagé, à la fois au niveau politique, au niveau social et au niveau culturel dans la vie de la cité. Quand on parle de politique, on est dans un domaine que les Français aiment beaucoup. Il ne s'agira pas pour nous ce soir d'évoquer la politique au sens large, la gestion des grandes idées, des batailles de partis, mais il s'agira bien de comment un homme, un passeur en quelque sorte, s'inscrit et quel est son rôle dans la vie sociale, culturelle de notre cité. Chacun sait que la France a une spécificité, elle est un des rares pays à avoir un ministère de la Culture. Nous en parlerons aussi, comment, dans la vie de cet élu, s'inscrit le rôle qu'il entend tenir au niveau social et au niveau culturel. Notre homme de ce soir est Renaud Beretti. Il est né en 1968, il a donc 43 ans, et ses grands-parents se sont installés à Aix-les-Bains dès 1970. Après des études à la fois littéraires et de sciences politiques, puisqu'il suit les cours de lettres sup de l'Institut de sciences politiques et qu'il arrive à terminer par un doctorat en droit, plus précisément en philosophie du droit, il entre au Conseil général de la Savoie en 1991, où il sera chef de cabinet de Michel Barnier, d'Hervé Guémard et de Jean-Pierre Vial. En tant qu'homme politique, il se revendique de la famille gaulliste. Il a été membre du comité exécutif du RPR et il a créé l'Union pour Aix-les-Bains. Au plan social, il a aussi une carrière bien remplie, puisqu'il a été successivement d'abord président du rugby club d'Aix-les-Bains, ensuite il est président de l'Institut Larry Bambel, et il est devenu tout récemment président d'Avenir Jeunes, institution qui œuvre au soutien des jeunes en recherche d'emploi ou en voie d'insertion. Renaud Beretti est marié, il a 2 enfants, et nous serons heureux de l'accueillir ce soir. Comme chaque fois dans notre émission, un métier, une approche, mieux saisir ce soir et mieux comprendre le rôle et l'investissement qu'un élu, qu'un homme de terrain a dans la vie culturelle, sociale et politique de la société, quel est notre but. Nous sommes heureux d'accueillir Renaud Beretti. Bonsoir Renaud Beretti. Entrez. Merci. Je vous en prie, installez-vous. Merci de votre invitation. Donc merci Renaud Beretti de vous prêter à ce jeu de questions-réponses. Vous allez découvrir avec nous la trame de cette émission. Je ne vous la dévoile pas, bien entendu. Ce sera la surprise. Et le premier point dans notre émission, c'est de vous faire parler sur une citation. Alors la première citation que je voudrais vous soumettre est une citation de Kennedy. Le vrai politique, c'est celui qui sait garder son idéal tout en perdant ses illusions. C'est vrai qu'il faut garder dans l'action publique au quotidien, qui est éprouvante, une part de fraîcheur, garder ses valeurs, les confronter bien sûr à la réalité. Oui, c'est un peu un sacerdoce, la fonction d'élu. C'est une charge, c'est une responsabilité, parce qu'on est élu, en l'occurrence ici, par la population d'Aix-les-Bains. C'est pas un métier vraiment, c'est plutôt une fonction que l'on exerce. Et c'est vrai qu'au quotidien, souvent les occasions, je dirais, de fatigue ou de lassitude pourraient prendre le dessus si justement, comme le dit le président Kennedy, il n'y avait pas en soi cette part de conviction, d'ardeur qui heureusement prennent le dessus et puis d'envie de
continuer de s'engager au service des autres. C'est, bon, à mon avis, un des premiers ressorts de l'engagement public, de l'action. Très bien. Avoir envie, avoir l'ambition d'agir au service des autres, et en l'occurrence ici, puisqu'on a le soleil qui tombe sur Aix-les-Bains, d'agir pour sa ville. Très bien. Alors justement, pour mieux connaître votre fonction, pourriez-vous en quelques mots nous dire quel est votre rôle, ou quels sont vos rôles en tant que premier adjoint au sein de la mairie d'Aix-les-Bains? Oui, bon, ça serait sans doute trop long de décrire ce que font les élus, quels qu'ils soient, hein, le maire, le premier adjoint, mes collègues adjoints, les conseillers municipaux délégués et les conseillers municipaux, puisque c'est comme ceci qu'un conseil municipal est organisé. Il faudrait des heures hein, pour tout détailler. Dans l'organisation politique de la France, bon, le maire reste dans la symbolique, hein, mais aussi dans le travail au quotidien, bien le maillon central hein, qui arbitre, qui donne la direction, qui anime hein, l'action, qui projette l'équipe municipale et les habitants vers l'avenir. Et puis ensuite, il y a un certain nombre d'acteurs que sont les adjoints qui appliquent cette politique, chacun dans leur délégation, les sports, la culture, l'action sociale et bien d'autres. Le premier adjoint, lui, s'occupe davantage du quotidien, essaie de coordonner l'action avec ses collègues, et puis a en charge un certain nombre de préoccupations des habitants. C'est un travail de proximité, recevoir les Aixois, répondre aux urgences téléphoniques et autres. Et puis ce qui n'est pas toujours le cas des premiers adjoints, de mes collègues qui ont cette charge, un certain nombre de délégations, l'administration générale, les déplacements et la circulation, le stationnement, la sécurité, les parcs et jardins, et également le centre technique municipal, c'est-à-dire tout ce qui a trait à la voirie, la propreté, le déneigement. Voilà. Pour résumer de manière transversale, je dirais que ce sont des actions de proximité. Très bien. Alors, juste encore une question annexe, peut-être un peu une question un peu perfide. Avez-vous l'impression de faire une carrière là où vous êtes? Non, je ne peux pas parler de carrière, parce que souvent on est bien sûr on se projette, hein, il faut bien avoir une ambition qui soit mobilisatrice. Une carrière, non, ce serait un mot un peu galvaudé, d'abord parce que en politique les choses sont toujours incertaines, hein. Le temps politique est à la fois long et court. C'est long parce que c'est prenant, puis c'est court parce que c'est rythmé par des échéances. Des scrutins, bien sûr. Des scrutins réguliers. Et je dirais que faire des plans sur la comète est quand même souvent aléatoire. Donc une carrière, oui, dans le sens où c'est quelque chose qui se construit, se bâtit sans doute, mais pas dans le sens où on peut parfois de manière perfide l'imaginer quand on dit de quelqu'un qui est carriériste, par exemple. C'est pas parce qu'on fait les choses comme c'est mon cas à temps plein que c'est une carrière. On apprend au contact des autres, on apprend par ses hésitations, ses erreurs, ses succès également. Moi, je le vois plus comme un chemin. Vous venez de nous décrire l'endroit où vous étiez, où vous vous situiez, comme une espèce d'articulation. Hein. Alors, si je peux me permettre de poser la question en d'autres termes, conception ou mise en œuvre, où vous sentez-vous le mieux? Forcément, quand on lance une politique publique, d'abord on évalue le besoin. Faut-il lancer tel ou tel dispositif ou pas? Donc on prend des contacts, on prend la température en quelque sorte, on y réfléchit avec les services concernés, avec les collègues élus, avec la population. On réfléchit à un calendrier, il faut bâtir un budget, monter des dossiers de subvention, puis ensuite il faut l'appliquer, communiquer sur cette décision, et puis ensuite veiller à sa bonne mise en œuvre. Donc je dirais que dans le travail d'un élu, quel qu'il soit et où qu'il soit, c'est quand même un peu les deux mélangés. Alors moi j'ai eu la chance d'être à la fois salarié et collaborateur de différents élus ou d'hommes politiques de différents niveaux, donc j'ai pu voir comment certaines décisions pouvaient mûrir, être prises. Et puis maintenant, en tant qu'élu, je fais un petit peu les deux à mon niveau, concevoir et appliquer, ou appliquer des choix collectifs. Hein. Donc je dirais que l'articulation se fait entre les deux. Alors justement, la question me brûle les lèvres. Pourquoi avoir choisi la politique et pas autre chose? Et pas autre chose, c'est vrai. C'est vrai que jusqu'à présent, c'est un environnement désormais qui m'est familier. J'en ai peu connu d'autres. Bon, d'abord par goût, je dirais. Voilà, il
un appel, je crois, hein, vraiment de la chose publique, de la politique. Et comme je vous disais, dans les moments un peu de difficulté, on se pose la question, pourquoi cet engagement-là et pas un autre? Et il me semble qu'il y a plusieurs ressorts. Il y a évidemment l'ambition au sens noble du terme, hein, faire quelque chose de soi, pour soi, mais au service des autres, dans le cadre de l'action publique. C'est quand même un moteur important, mais qui ne s'arrête pas à celui-ci. Dans une ville comme Excédent, on doit aimer sa ville pour agir pour elle, sinon ça n'a pas de sens. Je crois que c'est valable aussi pour beaucoup d'élus et également nos agents municipaux. Il faut avoir une passion pour la ville dans laquelle on vit et on travaille, pour continuer, pour imaginer ce que cette ville va devenir dans les décennies qui viennent. Et puis, il y a d'autres facteurs qui peuvent être des influences. Hein. Moi, ce sont les hommes politiques pour qui j'ai travaillé, qui m'ont transmis en quelque sorte cette envie, cette passion, que j'avais sans doute eu auparavant, je dirais, par des lectures, par le cinéma, quand je dis un appel, c'est que je me retrouvais dans certains ouvrages, dans certains films. Oui, il y avait, je pense, de toute façon, une prédisposition. À l'action publique. Alors, on reviendra plus précisément sur vos goûts, vos loisirs, oui. Hein, tout à l'heure. Donc, vous êtes engagé politiquement, mais vous êtes aussi engagé au niveau associatif. Oui. Comment articulez-vous ces deux occupations? On posait la question de savoir pourquoi on s'engageait. D'ailleurs, on peut s'engager pour sa ville, pour sa commune, pas seulement par l'action publique, hein, politique. Ça peut être, et c'est le cas le plus souvent, par l'action bénévole dans une association. Moi, c'était mon cas. Alors, vous l'avez cité dans le sport. Moi, je suis fils d'un professeur d'éducation physique, donc j'ai grandi dans un milieu sportif. Ma mère aussi était sportive. J'étais un petit peu moi-même quand j'étais plus jeune, adolescent. Et c'est vers le rugby que je suis allé, le FC Aix-les-Bains Rugby, qui, bien sûr, comme tous les clubs de rugby, véhiculait ces valeurs de fraternité, de convivialité, d'effort, de combat aussi. On disait souvent que le rugby, c'est un sport de combat collectif. Et voilà que les dirigeants du club, c'était de belles années, 4 années de ma vie intenses, pour continuer à bâtir un club, avec là de beaux souvenirs. Et puis par ailleurs, dans cette même période, où je travaillais encore au Conseil général, c'était avant d'être élu, c'est une sorte de prélude si vous voulez, je suis entré au conseil d'administration de la Ribambelle. La Ribambelle, c'est un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique qui accueille des enfants et des adolescents qui souffrent de troubles du comportement. Avant, on appelait ça les enfants caractériels. Donc avec un site au Montcel et 2 autres sur Aix-les-Bains. C'est une maison qui a 40 ans maintenant, que je préside depuis 7 ans, avec un personnel important et dévoué, parce que c'est un travail difficile. Mais là aussi, ça a été des moments importants de ma vie, parce qu'il a fallu découvrir un monde que je ne connaissais pas, comprendre les habitudes de travail, comprendre ce monde de l'enfance en difficulté. Il y avait une belle citation qui disait « Les enfants, ces êtres étranges qui viennent de l'intérieur ». Effectivement, quand ils sortent, après la génétique, leur environnement familial, leur vie tout court fait qu'ils sont un peu inégaux devant l'existence. Et dans le cadre de la Ribambelle, j'ai vu beaucoup de jolies choses. Une de notre fierté collective à toute l'équipe de direction et du personnel, c'est d'avoir bâti une école, un groupe scolaire nouveau, au Montcel, que nous avons inauguré cette année, et qui apporte enfin, parce que c'était un peu un vieux sujet, des conditions de travail pour les équipes et puis d'accueil pour les enfants vraiment satisfaisantes maintenant. Donc vous voyez, c'était par le sport, l'action sociale, la Ribambelle, qui ont été un petit peu mes formes d'engagement avant d'être élu, si vous voulez. Je comprends bien. Donc ça m'amène à vous poser 2 questions, dont manifestement la deuxième est un peu téléphonée, parce que vous y avez déjà répondu. La première, ce serait donc, est-ce qu'on pourrait dire que votre métier ou que votre engagement est sportif entre guillemets dans le sens, oui, métaphoriquement, oui, puisque oui,
la politique n'est pas un sport, hein, c'est un engagement, mais il est effectivement parfois difficile. Je dis souvent que la politique, c'est une solitude entourée, parce qu'on est en équipe, bien sûr, il y a une équipe municipale, on travaille souvent en tandem avec les chefs de service, on a un chef de file qui est le maire, on a des soutiens dans la population, heureusement, mais on a aussi des détracteurs. Et parfois, oui, c'est vrai, le combat est rude. Alors, avec Schliemann, il y a eu des périodes plus difficiles. Maintenant, on va quand même vers des époques plus agiles sur ce plan-là. Néanmoins, quand il y a des campagnes électorales, on retrouve un petit peu ce goût du combat sportif. Et d'ailleurs, en politique, vous voyez ça, donc vous qui êtes journaliste dans le travail, dans la rhétorique journalistique, on parle souvent du terrain. Oui. Le terrain, comme s'il s'agissait d'un terrain de football ou de rugby. On attend les hommes politiques qu'ils vont sur le terrain. C'est assez amusant comme formule, comme s'il y avait coupé en deux, vous voyez, le travail dans l'hôtel de ville, dans son bureau, et puis on sortirait du bureau pour aller sur le terrain. Bon, pour moi, c'est beaucoup plus global, si vous voulez, le travail, c'est un tout. Hein. Il y a un travail en réunion, bien sûr, ça peut être dans les différents services, services techniques, au CCS. On a des permanences pour recevoir les administrés, et puis il y a le travail, effectivement, vous savez, on dit souvent les hommes politiques, on vous voit seulement au moment des élections au marché ou au restaurant ou dans les cafés. Voilà. Non, en fait, voilà, le temps d'un élu est complexe et se répartit sur le terrain, comme on dit, puis aussi dans un bureau. Il y a un travail à la fois de contact avec les gens et puis administratif. Hein. Il n'y a pas seulement une fonction, je dirais seulement de représentation. C'est un ensemble. Alors, question un peu plus personnelle sur votre vécu dans les politiques. Il y a toujours, il y a eu, il y aura encore des rumeurs et des critiques sur votre manière de gérer, sur vos relations avec certaines personnes. Est-ce que vous êtes touché par ça? Quand on commence, on l'est, oui, parce que humainement, si vous voulez, c'est pas tout à fait normal, si vous voulez, d'essuyer la critique. On pense souvent qu'être homme public, donc dans l'arène, présuppose d'être critiqué. Alors oui, au début, on est parfois blessé par des remarques qui souvent sont injustes. Et puis avec le temps, on s'habitue. On dit souvent qu'il y a une carapace qui se forge. Moi, le terme de carapace ne me convient pas forcément. Je dirais qu'on prend plutôt du recul, vous voyez, sur ce qu'on considère comme finalement assez inévitable, toujours malheureux. Et d'ailleurs, souvent, quand c'est sur des sites internet avec l'impossibilité de répondre, de ramener les choses vers la vérité. Bon voilà, non mais c'est vrai que c'est dérangeant au début, parce que, si vous voulez, comment dire, essuyer des critiques, c'est un peu comme les artistes, hein, qui parfois se font critiquer sur tel ou tel spectacle. Il est aussi anormal, quand on fait de la politique, d'essuyer des critiques, même si on est un public, que de prendre la parole devant un public nombreux. C'est pas quelque chose que l'on fait normalement au quotidien. Hein, et dans la fonction d'élu, eh voilà, il y a un travail de représentation. Il y a monter sur l'estrade, prendre un micro ou pas, et puis s'adresser à un public dont on connaît évidemment certaines personnes, mais pas dans la totalité. Et s'exprimer souvent en public, pareil, devient une habitude, une nécessité, parce qu'il faut porter le message, il faut répondre aux questions, mais surtout porter le message de ce que l'on fait, pourquoi on le fait, ce que ça impliquera. Pour qu'une bonne politique soit menée, il faut que la communication qui va avec soit adaptée, circonstanciée, si je veux dire, bien dosée. Alors, ça fait penser comme une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans les raisons de l'engagement public, quand je repense à mon parcours, à mon chemin, je vous ai parlé de l'engagement bénévole dans le monde associatif, dans 2 associations, les lectures, le cinéma, sans doute l'influence familiale aussi, qui était portée. On parlait de politique, moi, à la maison, au moment notamment des élections. Mais jeune, et j'ai longtemps été scout également de France, et c'est vrai que mes plus beaux souvenirs, c'est-à-dire qu'on découvre là, on apprend à connaître jeune et à vivre longtemps ensemble quand on fait des camps l'été qui durent 3 semaines, un mois, bien d'autres jeunes gens. Et c'est un embryon déjà de vie sociale différente de l'école, parce qu'à l'école on ne vit pas ensemble, on ne fait que partager des salles de classe, sauf si on est interne, ce qui n'était pas mon cas. Mais là c'est dans la nature, avec toutes les rivalités, les jalousies, la solidarité aussi, quand l'un d'entre nous était, je dirais, en difficulté. Et c'était quand même toujours, dans l'esprit des scouts, du scoutisme international, mais en particulier des scouts de France, un engagement vers les autres. Vers les autres, voilà. C'est-à-dire faire un peu abstraction de soi pour donner aux autres. C'est ce qu'on nous inculquait. Par exemple, si un jour on faisait
igloos au Revard. L'igloo s'effondre, bon, généralement, on se bousculait pour sortir en dernier, et non pas en premier. Vous voyez, c'était déjà une illustration, une époque symbolique, un apprentissage, voilà, d'un engagement dont je ne savais pas qu'il me mènerait à la politique. Alors, vous avez prononcé beaucoup de mots, en positif ou en négatif, j'en retiendrai 3, et je vous demanderai de me dire celui que vous préférez, et pourquoi. Vous avez parlé de métier, vous avez parlé d'engagement, mais vous avez parlé de passion. Alors, quel serait celui que vous mettriez en avant? J'ôte déjà celui de métier. Je pensais l'avoir compris. Je ne pense vraiment pas que ce soit le cas. L'engagement, je crois que c'est le mot que je préfère. S'engager, vous voyez, et s'engager avec passion. C'est le général de Gaulle, je me souviens dans un ouvrage que j'avais lu de son secrétaire général Bernard Tricot, en prenant en main les affaires en 1958, qui avait dit à ses ministres « Accrochez-vous au mât, ça va tanguer ». Bon, voilà, j'aime bien, je préfère la politique quand elle va vers quelque chose de moins banal, qui va vers l'histoire, ou qui nous fait vraiment prendre pied, vous voyez, dans notre époque. J'ai un souvenir avec Michel Barnier, parce que quand on fait de la politique, on fait aussi des choses qui sortent de l'ordinaire. Je crois que c'est ça aussi qui m'a toujours plu et motivé. On a le quotidien qui est bien sûr répétitif, parfois routinier, encore que quand je me lève le matin, je ne sais jamais ce qui va m'arriver, donc je ne peux pas dire que ce soit vraiment une routine, c'est plus, disons, répétitif. Tous les ans, on a les vœux, on a les réunions de quartier, on a les assemblées générales. C'est varié à chaque fois. Mais voilà, il y a une variété, une diversité, une surprise, une nouveauté, mais il y a aussi des moments où on fait des choses un peu extraordinaires. Moi, j'ai le souvenir avec Michel Barnier de l'organisation qu'il m'avait confiée et l'accueil du Dalai Lama en Savoie. Bon, voilà des moments où quand même on se retrouve partie prenante, modestement, parce qu'il ne s'agit jamais que d'être l'organisateur de la venue d'un personnage, d'un chef spirituel, bien sûr. Mais quand même, on est présent, on y a contribué, j'ai toujours conscience de faire des choses que je n'aurais sûrement pas fait si j'avais fait un autre métier. Pour vous répondre à votre question a posteriori sur pourquoi cet engagement-là et non pas un métier par ailleurs, voilà une des raisons. Quand avec Dominique Dor, nous avons accueilli la princesse Lala Asna, princesse marocaine, voilà encore un événement, là j'étais directeur de cabinet, que vraiment j'étais heureux d'avoir contribué à organiser aussi, et avec un succès populaire. Et ce sont des moments quand même différents, qui nous font un peu vibrer. Michel Barnier, c'était les Jeux Olympiques aussi. Je suis entré à ses côtés un an avant les Jeux Olympiques, j'avais 23 ans. Donc voilà, on participe, certes à une place modeste, mais néanmoins on est dans l'organisation, on est dans l'événement, et on n'en est pas le spectateur. C'est des moments assez rares, mais c'est des moments quand même qui font vibrer et qui nous font voir la vie sans doute différemment. Mais en tout cas, qui laissent des souvenirs. Bien. Alors, le passé, le présent, vous nous l'avez décrit. Je vous propose une citation, une nouvelle citation qui parle peut-être d'avenir. Alors, c'est une citation de Jacques Chirac. Ceux qui laissent quelque chose, ce sont les grands artistes, les grands penseurs, les grands scientifiques, rarement les hommes politiques. Oui, c'est vrai qu'il est un peu dur, peut-être pour lui-même aussi, je ne sais pas, c'est un petit peu injuste. Mais c'est vrai que, comment dire, oui, les artistes n'ont pas le même temps, les penseurs non plus, le temps de ces hommes-là, qui c'est vrai sortent du rang, comme disait encore une fois De Gaulle, qui sortaient de toutes les séries, c'est ça, souvent sont consacrés sur une œuvre. Leur vie souvent épouse une grande œuvre, avec bien sûr des variétés, des décrochages, des périodes, chez un peintre, chez un sculpteur, chez un écrivain. Pour un homme politique, c'est plus compliqué. Sa vie est faite d'aléas, des défaites, des traversées du désert pour beaucoup d'hommes politiques. François Mitterrand a attendu très longtemps avant d'accéder au pouvoir, Jacques Chirac aussi. Bon, donc souvent le temps de concrétisation d'un homme d'État ou d'un homme de gouvernement est beaucoup plus court. Et ce qu'il aurait sans doute aimé faire est souvent contredit par les circonstances, par la réalité. En ce moment, on a la crise internationale qui dure depuis 3 ans. Il est fort à penser que le président de la République aurait fait d'autres choses si la crise n'avait pas été là. Bon, donc voilà, un homme politique est jugé d'abord tardivement sur ce qu'il a fait. Actuellement, on reproche à Jacques Chirac d'avoir peu fait sous son second quinquennat. C'est sans doute un peu injuste. Mais il est jugé sur une période très courte, c'est celle où il peut agir. Donc voilà, ne subsiste souvent que
les œuvres d'hommes d'État qui ont eu le temps pour durer ou des circonstances exceptionnelles. Des circonstances exceptionnelles. Churchill, De Gaulle, liés souvent à des événements tragiques ou bouleversants comme une guerre mondiale. Des gens qui arrivent après une épopée au pouvoir ont en main la possibilité de réformer, de changer profondément un pays, une société qui en ont besoin et qui l'appelle. Ça laisse une belle marque. Souvent, la politique de nos jours se rétrécit par rapport aux grandes épopées historiques. Les chefs d'État, de gouvernement sont dans des limites, on voit celle de budgétaire depuis Maastricht. Donc forcément, le jugement de leurs contemporains est plus dur. Et je trouve qu'effectivement, ce que dit Jacques Chirac est un peu sévère. Je vais vous demander de prendre les écouteurs. Mais bien sûr. Et il est une tradition dans notre émission que l'invité du mois doit répondre à une question de l'invité précédent. D'accord. Donc voici l'invité précédente, Florence Sauveur, jeune artiste et musicienne belge, qui va vous poser sa question. Je suis attentif. Monsieur Berti, donc ma question serait, en tant qu'homme politique, pour vous, quelle importance a la culture? Tout simplement. C'est une question brève, je ne connais pas cette violoncelliste belge, mais on sent pointer ou sourdre chez elle, ce que je comprends volontiers, une question qui revient souvent comme une inquiétude dans la bouche des artistes. Est-ce que les hommes politiques accordent vraiment de l'importance à la culture? Ou est-ce qu'ils considèrent ça comme un pis-aller nécessaire, utile pour gagner les élections, par exemple, mettre en bonne place la culture dans un programme électoral, et ensuite être beaucoup moins attentif à son soutien, à sa promotion, etc. Donc moi, je ne peux pas lui répondre, mais pour moi en tout cas, oui, la culture, je la place évidemment à un endroit, je ne peux pas parler de priorité, parce que vous savez, dans l'action municipale, tout est priorité. Les crèches, les écoles, les routes, la propreté, la culture, le sport. On ne peut pas mettre une priorité devant l'autre, il faut la répartir en fonction des besoins et ne rien négliger, puisque les administrés sont tous usagers de l'un ou de l'autre. Néanmoins, la culture, pour moi, j'ai toujours lu, depuis que j'ai su lire, je me suis toujours intéressé aux arts en général, la musique, la peinture, la sculpture, le théâtre. J'ai un oncle qui est mon parrain aussi, qui est dramaturge, Michel Beretti. Et tout petit, mon oncle qui se faisait rare, parce qu'il c'était un écrivain un peu bohème, un peu nomade, vivait en Allemagne, en Suisse, un petit peu partout, mais venait à la maison. Et petit, il me faisait écouter des opéras en me montrant son travail de réécriture, de partition, pour mettre en adéquation les textes avec la musique. Donc, pour moi, la culture, je dirais, non pas en tant qu'homme politique, mais d'abord en tant qu'homme, est primordiale dans la transmission des savoirs, dans l'éveil de la sensibilité, dans ce qui fait la différence dans une vie, c'est-à-dire pouvoir accéder à la culture et la faire partager aux autres. C'est ce qui me semble faire la différence, quoi. Encore une question piège peut-être. Y a-t-il dans votre tête des façons d'envisager une carrière un peu autre, départementale, régionale, éventuellement nationale? Moi, je considère apprendre tous les jours et aussi me préparer effectivement à d'autres fonctions. L'engagement, c'est effectivement pour atteindre également un but. L'engagement, il y a progression aussi. Et progresser. Je ne pense pas qu'en restant la même fonction, on puisse conserver le même allant, si vous voulez. Il faut pouvoir avoir une perspective devant soi pour accéder à d'autres fonctions et ne pas rester dans la même. Ou alors il faut arrêter. C'est aussi une solution. C'est une autre solution. C'est pas celle que j'envisage. Bien. Alors, revenons sur les idées. Si on vous demandait, à brûle-pourpoint, est-ce que pour vous, vertu, je crois qu'on est dans un vocabulaire que vos origines, vos choix, votre formation vous feront comprendre, vertu ou compétence, considérez-vous qu'il s'agit là de deux notions opposées? Opposées, non, mais on
peut être homme politique, et c'est souhaitable, vertueux et compétent, mais on peut être un homme politique compétent sans être vertueux. En effet. Il faut tendre à concilier les deux. Bien sûr. Alors, dans une fonction élective, il faut de la diplomatie, de l'entre-gens, il faut de la réflexion, du recul, il faut de l'autorité aussi. Venons-en un peu à vos préoccupations, un peu plus à côté de la politique. Venons-en à la culture. Quelle importance vous donnez, ou vous souhaitez donner, ou vous souhaiteriez donner à la culture dans une ville comme Aix-les-Bains? Je crois que si autant de spectateurs viennent Aix-les-Bains, si autant d'abonnements sont contractés chaque année, c'est qu'il y a déjà une réponse un petit peu à votre question. On peut toujours faire mieux, mais vous voyez, le développement pour la musique rock, pop avec Musilac, quand on voit le nombre de spectateurs désormais sur ces 3 jours, l'estivaux, 60 000 spectateurs, la programmation théâtrale, les expositions de peinture, les différents spectacles qui sont proposés, que ce soit... Alors, est-ce que c'est pas un peu, entre guillemets, classique? Est-ce qu'il y a vraiment une volonté d'encourager les jeunes créateurs Alors, il y a bien sûr plusieurs dimensions. Bon, pour les jeunes et les moins jeunes, Musilac, c'est quand même désormais une scène reconnue, au moins en Rhône-Alpes, si ce n'est au niveau national. En tout cas, depuis cette année, je dirais, la renommée de Musilac est beaucoup plus importante. Et est importante pour l'image d'Aix-les-Bains. Il y a quand même un changement d'image grâce à Musilac. Les nuits romantiques en musique classique sont également des représentations de haut niveau et de qualité. Le festival des opérettes, dans un genre qui est différent. Ou celui du tango. Le tango, auquel j'ai assisté plusieurs années de suite et qui me plaît beaucoup. Les Aixois ont beaucoup de chance d'avoir un festival international organisé par Dorian Ingrasci sur Aix-les-Bains. Mais est-ce que ça ne touche pas un public particulier, disons un public d'un certain âge? Je ne parle pas de Musilac, bien sûr, mais justement, à chaque programmation correspond un public, ou parfois des publics mêlés. Donc non, je ne trouve pas que le tango soit forcément le même public que les opérettes, vous voyez, ou que les comédies proposées au théâtre du Casino, ou tous les chanteurs de renommée nationale qui viennent à Aix-les-Bains se produire, ou les humoristes comme Laurent Gérard et bien d'autres. Moi, je crois qu'au contraire, il y a vraiment une variété. Et j'insiste sur le mot, sur un éclectisme. Tout comme il y a un énorme travail qui est fait sur le plan du patrimoine dans une ville, qui est une superposition sur le plan patrimonial, historique d'époque, évidemment romaine. Vous ne trouvez pas à Chambéry de termes gallo-romains ou d'autres témoignages art déco. Bon, il y a toute une équipe de bénévoles et de services qui travaillent pour préserver, pour valoriser, pour faire connaître notre patrimoine à travers les époques, pour aller vers un objectif qui est la reconnaissance du label Ville d'art et d'histoire, qui nous manque, mais qui est un label difficile à la fois à bâtir, puisqu'il y a un cahier des charges compliqué, et à obtenir. Alors après, peut-être qu'effectivement, il y a forcément des lacunes, et que sans doute qu'il nous manque un ou des espaces pour accueillir des artistes pour des vernissages d'expositions, pour des expositions, pour des expressions théâtrales. C'est vrai qu'il y a des lieux privés qui accueillent ce type de manifestation. Il y a plusieurs galeries Aix-les-Bains qui accueillent des peintres, des sculpteurs, des artistes. Mais nous n'avons pas de lieu municipal à proprement parler, tout comme nous n'avons pas de capacité à accueillir des artistes en résidence sur Aix-les-Bains, comme ça se fait dans certaines villes. Et c'est vrai que nous avons sans doute plus de mal, mais il est difficile de tout faire encore une fois, d'accompagner la création, les jeunes créateurs dans leur début de carrière. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais qu'il est difficile de tout concilier, et de tout concilier dans un même budget. Alors justement, comment équilibrer cet aspect culturel face à d'autres priorités, telles que le social, l'urbanisme, dans le fonctionnement c'est ce que je vous ai dit. La difficulté du mandat de maire, c'est de ne négliger aucun secteur d'activité, aucun service à la population, aucune animation, et d'essayer de trouver un équilibre entre les différentes nécessités
de la vie municipale. C'est différent pour un conseil régional ou un conseil général où il y a des compétences obligatoires que chaque collectivité doit remplir, libre elle ensuite de développer d'autres secteurs d'activité. Une municipalité doit vraiment faire face à tous les secteurs de la vie, du bébé jusqu'à la personne âgée dépendante, et toute une population aixoise qui est diverse. Il y a des gens d'un certain âge, il y a aussi beaucoup de jeunes couples qui s'installent, beaucoup d'actifs, et vous voyez, il faut répondre aux différentes demandes de publics différents. Avec des budgets qui ne sont pas extensibles. Bien non, surtout pas à notre époque où l'argent public se fait rare. On ne peut pas, si vous voulez, c'est le choix d'un homme politique, d'un maire notamment. Bien sûr qu'avec plus d'argent, on pourrait faire beaucoup de choses, d'autres choses et répondre à toutes les demandes. C'est toujours très beau de dire il faut ouvrir un musée, il faut recruter plus de policiers municipaux. Bon. Mais un maire, il doit choisir en fonction d'une enveloppe bien précise, s'il augmente les impôts, s'il endette davantage la ville. Ce qui renvoie à une question politique, est-ce que l'impôt est vertueux? Est-ce que l'endettement l'est également? On parlait de vertu tout à l'heure. Est-ce qu'on augmente la masse salariale pour recruter de nouveaux fonctionnaires et ouvrir de nouveaux services à la population? Ou est-ce qu'au contraire on essaye de faire avec le personnel dont on dispose en redéployant ses missions? Nous on a choisi depuis 10 ans de ne pas augmenter les impôts locaux, de désendetter la ville, tout en continuant à investir entre 8 à 12, 14 millions d'euros par an. Donc forcément, dans cette enveloppe d'investissement, à côté du fonctionnement, les deux pendants du budget, il faut faire des choix. Voilà. Donc ces choix, ils doivent en plus répondre aux différentes demandes de la population. La culture, évidemment, en fait partie. Le budget n'est vraiment pas négligeable, mais il est partagé entre l'Office du tourisme sur le volet animation et puis la mairie en tant que telle. Ça nécessite forcément des arbitrages pour le budget culture entre les différents projets qui sont quels qu'ils soient d'ailleurs. Alors revenons un peu à Renaud Beretti, l'homme. Oui. Donc vous avez fait des études littéraires, puisque vous êtes passé par le moule de Hippocagne et Cagne. Est-ce que vous pourriez nous donner votre propre définition de la littérature? Est-ce qu'elle peut vous apporter, ou ce qu'elle vous a apporté? La littérature, c'est un peu difficile comme question de définir la littérature. Pour moi, c'est d'abord une envie, c'est un attrait. Donc, souvent, je vais dans une librairie pour fouiner, pour découvrir des auteurs. Je regarde également sur Internet. Donc, c'est d'abord une curiosité, un passe-temps. Je me plonge, comme beaucoup de lecteurs, dans les ouvrages. Ce qui me plaît, c'est quand je découvre un livre, un auteur dont je n'arrive pas à me détacher. Vous connaissez sûrement ça, quand on se plonge dans un livre et on va loin dans la nuit, et quand on tombe de sommeil et qu'on referme le volume, la première chose que l'on fait en se relevant, c'est de se replonger dedans. Voilà. J'aime retrouver, vous voyez, ces ouvrages captivants, souvent des romans pour ce qui me concerne, et me laisser absorber, parce que justement on se retrouve, alors peut-être pour répondre à votre question, la littérature c'est ce qui aiguise la sensibilité, la modifie, et on se retrouve dans des états où l'on est hors du temps, ou plutôt on est dans le temps du livre. On est un écrivain qui réussit à vous transporter dans le temps de son récit, c'est un grand écrivain. Très bien. Et ensuite, quand des impressions de lecture vous restent, il m'arrive parfois sur d'autres ouvrages justement qui ne m'ont pas captivé, d'être contraint d'arrêter les lectures pour différentes raisons, pas le temps, mais de retrouver, quand je reprends l'ouvrage à la page, avec la marque-page, de retrouver les sensations et me rappeler tout de suite l'histoire en reprenant la page où j'avais laissé. Donc là aussi, c'est un degré peut-être différent, peut-être un petit peu inférieur d'écrivain, mais qui est capable de vous laisser des sensations après, au cours d'une lecture. Alors, je serai plus précis tout à l'heure, mais oui. C'est une surprise que je vous réserve. Vous verrez pourquoi. Vous avez aussi assez vite marqué un intérêt pour les langues, puisque vous en parlez un certain nombre. Comment est venu cet intérêt pour les cultures différentes? Ça, je crois que je le dois à mes parents, quand même, qui, avec mon frère, nous ont toujours emmenés en voyage et nous ont fait découvrir, peut-être des fois malgré nous, des pays étrangers, la France bien sûr, mais des pays étrangers, l'Allemagne, l'Angleterre, le Japon aussi, à 10 ans, mon frère avait 5 ans, on a fait un beau voyage d'1 mois au Japon. Donc c'est vrai que j'avais un grand-père italien aussi, un grand-père corse, je me souviens, je n'ai pas connu mon grand-père italien, mais à Aix-les-Bains, quand mon grand-père recevait son frère, je les entendais parler en corse à voix basse.
Donc j'ai toujours eu une sensibilité aux langues, ce qui m'a amené... on ne faisait pas à l'école primaire, comme les enfants maintenant, une langue étrangère dès l'école primaire. On avait un petit peu, comme on a en Savoie, d'initiation à l'italien, mais très peu. 1 heure par semaine pendant un trimestre, je crois. Mais ensuite, j'ai fait d'allemand en première langue. On appelait ça à l'époque l'allemand bilingue, parce qu'on avait plus d'heures d'allemand que les autres collégiens. Et des voyages en Allemagne, j'en ai fait beaucoup dans une famille. Je faisais des séjours en forêt noire vers l'âge de 11-12 ans, avec des sympathies pour cette famille qui s'est prolongée dans le temps avec plusieurs séjours. Et là encore, un rapport littéraire aussi dont je vous parlerai, parce que j'ai aussi découvert un certain nombre d'auteurs par ces séjours en Allemagne. Puis l'anglais en seconde langue, l'espagnol en troisième langue quand je suis entré en seconde, l'italien, je dirais par tradition familiale et amicale, qu'une des langues que je parle le mieux d'ailleurs, ou le moins mal, je ne sais pas comment il faut dire. Bien sûr du latin et du grec pendant toute ma scolarité, enfin surtout du latin, que j'ai repris en Hippocane ensuite, et puis du japonais, parce que mon père avait fondé un club de kendo, une pratique un art martial japonais qu'il avait lancé à Chambéry, et il faisait venir tous les ans, pendant 5 ans, un étudiant japonais qui vivait chez nous, et qui me donnait des cours de japonais que j'ai repris également à l'université quand je suis sorti d'Hippocane pour entrer à Sciences Po. Voilà. Donc oui, les langues, ça fait partie. Oui, mais je ne peux pas dire que j'ai jamais maîtrisé une langue suffisamment bien. Par contre, j'avais l'attrait, le goût pour la langue, et y compris dans la lecture d'ouvrages en allemand, en version ou en thème, c'est une approche, la découverte des mots qui m'a toujours plu. Même la sémantique, si vous voulez, l'étude des mots, leur sens, l'étymologie, tout ce qu'il y a finalement dans une langue, toujours la comparaison entre différents idiomes, c'est quelque chose qui m'a toujours séduit, mais que je n'ai jamais finalement accordé assez de temps pour vraiment approfondir. Voilà, exactement, pour pouvoir vous dire que je suis... Enfin, je crois que c'est un secret pour personne, vous avez un intérêt marqué pour l'histoire. Oui, aussi. Oui. Et alors, quelle histoire? Les personnages, les héros, les événements, les civilisations. Bien sûr, la civilisation japonaise, bien sûr. Alors, finalement, je me suis passionné pour l'histoire des pays dont j'aimais la langue et que je découvrais. Donc, l'histoire de l'Allemagne, l'histoire de France, évidemment, l'histoire du Japon, l'histoire de certaines villes de Rome, la Grèce antique, l'Égypte, bien sûr, m'ont toujours passionné. Alors, moins l'histoire que la littérature, quand même. Je place la littérature, chez moi, au-dessus de mon goût pour l'histoire. C'est votre premier loisir, je crois, savoir aussi. C'est plus que loisir pour moi, la littérature et les livres, c'est presque vital, si vous voulez. C'est-à-dire que quand je ne lis pas, c'est que je ne vais pas bien. Voilà. Quand je lis, c'est que ça va pas mal. Quand je lis beaucoup, c'est que ça va très bien. Alors, y a-t-il des figures, encore une fois, question... Si vous voulez, l'histoire, elle est venue par la lecture. C'est-à-dire que j'ai puisé dans la bibliothèque familiale. Alors, c'était d'abord beaucoup d'ouvrages sur Napoléon Bonaparte, sur le général de Gaulle, sur l'histoire politique de la 3e, de la 4e, de la 5e République, et sur la Seconde Guerre mondiale. J'ai beaucoup lu sur la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, pourquoi? Parce que mon grand-père a été fusillé par les Allemands. Et finalement, voilà, ce deuil familial qui, a toujours été présent dans les conversations, en famille, son corps qui n'avait jamais été, sa dépouille qui n'avait jamais été retrouvée. Donc voilà, c'était quelque chose de mystérieux, où j'ai grandi dedans. Alors, finalement, la guerre, pour les gens de ma génération, n'était pas si lointaine. Je suis né en 1968, donc 1945, c'était il y a 20 ans, donc c'est une génération, mes parents sont nés pendant la guerre, moi je fais partie de la génération, non pas de l'après-guerre, mais la génération sans guerre, puisque la guerre d'Algérie était finie en 62, mais qui restait quand même, en tout cas dans ma famille, puis dans celle de plusieurs de mes amis, dans les familles de mes amis, quand même imprégnés, notamment par des ouvrages sur cette période. Donc moi je puisais assez naturellement dans les livres, et c'est vrai que c'est plus finalement des ouvrages sur des périodes historiques que sur des personnages historiques. Mais cependant, vous avez des figures, apparemment, vous avez des figures tutélaires. Bien sûr, bien sûr. Bien. Alors, donc, vous placez un peu la littérature au-dessus de toutes les autres disciplines artistiques. Oui, alors c'est très subjectif. Hein. Je comprendrais très bien qu'on me dise que j'ai tort, j'ai sûrement tort d'ailleurs, mais pour moi, voilà,
préférence intime, si vous voulez, je place la littérature au-dessus de la musique, au-dessus de la sculpture, au-dessus d'autres formes d'expression culturelle. Et dans la littérature, je place le roman au-dessus du théâtre ou de la poésie. Ou de la poésie. Oui. Même si j'aime bien le théâtre et la poésie, j'aime bien aussi la musique et le cinéma. J'entends bien. Mais voilà, je considère aussi le cinéma comme un art. Comment faites-vous pour appréhender les codes de ces autres disciplines artistiques par le biais de la littérature? Déjà, oui, bien sûr, oui. Mais je reconnais que je suis moins familier en poésie ou en théâtre, même si j'en ai lu. Alors, quand même, vous fréquentez les jeunes artistes, puisque vous connaissez bien Noémie Deschalem, qui a été notre première invitée. Est-ce que ce sont des gens qui vous attirent humainement aussi? Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que dans le choix d'une vocation, ou dans l'expression d'une vocation, se consacrer à l'art ou à la création artistique doit vraiment provenir d'une passion pour en faire sa vie professionnelle. Donc je suis assez admiratif devant les écrivains, devant les créateurs, devant les cinéastes, devant les comédiens, parce que c'est vraiment une part d'eux-mêmes, ils sont obligés de sortir d'eux-mêmes, et je dirais quand même de vivre dangereusement, parce que le succès n'est pas garanti. Donc voilà, c'est quand même l'expression d'une passion ou d'une vocation, je trouve risquée, mais que néanmoins ils réussissent à transcender. Je vous disais tout à l'heure, pour un homme politique, parler devant un public, quelque chose de pas naturel, même s'il le devient par la pratique, mais ça reste jamais quand même quelque chose de naturel. Je me rappelle la phrase de Sarah Bernard, qui est une jeune actrice qui commençait dans le métier, on dirait aujourd'hui une bimbo, vous voyez, ou une starlette, lui disait: mais moi, madame, je n'ai pas de trac avant de monter sur scène. Et Sarah Bernard lui a répondu: mademoiselle, n'ayez pas peur, cela viendra avec le talent. Avec le talent. Monter sur une scène et sortir de soi pour faire vivre un texte, voilà, il faut du talent pour ça. Il faut du talent. Alors, je suis assez admiratif, pas seulement de Noémie Deschalem, mais d'autres comédiens, d'autres acteurs, mais aussi de réalisateurs. Alors, vous encouragez les jeunes, je sais que vous soutenez le travail d'Antoine Guillot et de la compagnie Caravelle. C'est vrai que je trouve qu'il y a chez eux une maturité, une ingéniosité, une créativité très jeune, qui parfois, chez l'écrivain, ça peut venir très tardivement. Ouais. On peut, à 50-60 ans, se révéler être un écrivain ou un bon écrivain. Chez un comédien, chez un acteur, il faut souvent de la maturité, passer par des étapes. Chez eux, je trouve que leur dynamisme, parce qu'ils ont déjà quelques années de travail derrière eux, avec un premier film, plusieurs pièces de théâtre, a été assez précoce. Donc j'aime bien encourager, je ne sais pas quel sera leur destin dans le monde des arts, mais il faut les aider, leur donner leur chance. Exactement. Alors ça nous amène à la troisième et dernière citation que j'ai à vous proposer, tout à fait d'ordre différent, celle-ci de Guy Bedos. Oui, je suis plus craintif, oui. On compare souvent les hommes politiques à des acteurs. Je viens de le dire. C'est très injuste pour les acteurs. Oui, mais là aussi, je dirais qu'il est injuste avec les hommes politiques. D'ailleurs, je crois que ça va quand même au-delà du bon mot, quand même, non? Vous ne pensez pas du mot un peu facile sur la comparaison? Oui, c'est quand même un peu facile, je dirais. C'est vrai. Il y a des hommes politiques de grand talent oratoire. Oui. Et je dirais que certains acteurs ne pourraient pas être des rhéteurs lors de grands discours historiques. Bon, je pense au discours de Villepin à l'ONU. Bon, voilà. Est-ce qu'un acteur pourrait tenir ce rôle pour le coup de figuration? Là, c'est pas de la figuration, c'est agir. Donc, je trouve que c'est injuste. Il y a de mauvais orateurs chez les hommes politiques. Souvent, d'ailleurs, les acteurs font des commentaires politiques un petit peu désopilants, parce que c'est pas leur univers. Ils ont du mal à comprendre. Non, je dirais que c'est exagéré. Enfin, vous ne direz pas qu'un homme politique a parfois aussi besoin d'être un peu un acteur. Mais au contraire, un homme politique a besoin d'être un acteur, oui, bien sûr, bien sûr. Il faut savoir exprimer par des postures, par des mots, une façon d'enchaîner les mots, comme un acteur, bien sûr, le fait, bien sûr. Il y a une similitude, mais c'est sur la portée du message. Je vous comprends bien. Bien sûr. Et votre dernier coup de cœur, tout à l'heure vous parliez de vos goûts, vous parliez toute production artistique confondue. Quel est votre dernier coup de cœur, comme ça, au pied, à brûle-pourpoint?
voulais dire, puisque c'est du... Je vous ai dit que la littérature était pour moi plus importante, sans doute Les Bienveillantes de Jonathan Little. Le dernier coup de cœur vraiment, c'est tout l'ouvrage dont je vous ai parlé. Et puis la découverte, il y a 2 ans aussi, d'un écrivain japonais qui s'appelle Haruki Murakami. J'espère qu'il sera prix Nobel cette année, enfin. Non pas sur le dernier ouvrage qui est sorti cet été que j'ai lu, qui s'appelle IQ 84, qui m'a un petit peu déçu. Je m'attendais à autre chose. Plus de force peut-être. Oui, plus de force, Oui. plus de mise en perspective, puisqu'il faisait référence à Orwell 1984. Là, j'étais déçu pour le coup. Non, plutôt Kafka sur le rivage, Chronique de l'oiseau à ressort, qui sont de beaux volumes très oniriques qui nous plongent avec des chats qui parlent, des soldats américains à la Seconde Guerre mondiale, on revient à la Seconde Guerre mondiale, qui ressurgissent plutôt qu'ils ne sont pas morts dans une forêt. Voilà ce Japon que j'aime, à la fois les traditions ancestrales et puis la modernité, le tout traversé par des rêveries, des Ça songes. vous définit pas mal finalement tout ça. Moi je m'y retrouve, oui, j'en suis issu, je ne sais pas. Vous savez, moi la littérature, j'ai commencé par ma grand-mère, qui, comme beaucoup d'enfants, me lisait des contes, et je lui ai répété parfois, paraît-il, j'ai oublié, 6 ou 7 fois la même histoire, parce que je voulais jusqu'à ce que je m'endorme qu'elle me raconte la même chose, cette espèce de répétition. J'ai un seul souvenir, je ne sais plus quels étaient les contes, bon, ça doit être les contes des petits-enfants de la France sous Pompidou, quoi, finalement, sous De Gaulle puis Pompidou, mais il y en avait un qui m'effrayait avec le diable, dont on voyait un dessin, les illustrations qui étaient bien faites avec les sabots de bouc. Et ce livre-là me terrifiait, et je voulais que ma grand-mère me raconte encore. Pour exorciser. Et après, je suis passé... ah oui, la lecture de ma grand-mère, c'est quelque chose que je n'ai pas vraiment réussi à faire avec mes propres enfants. Je leur raconter. Je l'ai fait, mais pas comme j'aurais voulu, ou dû sans doute le faire. Autre époque peut-être aussi, je pense que sollicitation. Oui, c'est vrai que les enfants sont plus sollicités par les écrans de télévision et d'ordinateur, mais quand même j'aurais aimé davantage leur donner l'envie ou le goût de lire, ça viendra peut-être. Après les livres de ma grand-mère, c'était la bibliothèque rose, avec Fantomette. Et vous voyez la bibliothèque rose, à l'époque on avait peu de choix de lecture, maintenant il y a une grande diversité, heureusement pour les enfants. Je pense au Festival du Livre, qui est organisé par Sonia Dayan, qui donnait une part belle à l'écriture et les enfants. C'est fou le nombre de livres qui sont à disposition des enfants. Ça ne veut pas dire qu'ils lisent plus, mais au moins ils ont ce choix-là. Donc, petit garçon, petite fille, il y avait la bibliothèque rose, la bibliothèque verte. Oui, dans la rose Fantomette, je lisais, et puis oui, voilà, et oui. Bon, finalement, c'était quand même déjà des livres d'action. C'est vrai. Alors, des fois, on se demande pourquoi. Et après, on passe à Bob Moran. Alors, avant Bob Moran, il y a eu la bibliothèque verte. Et dans la bibliothèque verte, il y avait le clan des 7, après le club des 5. Avec le chien d'Agobert. Exactement. Je vois qu'on a eu des lectures communes. Mais c'était de belles lectures. C'était l'aventure. Donc, je me demande si ces livres d'aventure n'ont pas mené à la politique d'une certaine manière. Peut-être. Et on retrouve ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire plutôt jouer en équipe que seul, plutôt... Ça dépend, parce que j'ai lu aussi presque tous les petits livres sur Langelot, qui était un agent secret français, blond à la mèche rebelle, au visage franc, mais régulier et franc, et qui faisait partie du SNIF, le Service National d'Information Fonctionnelle. Alors, il y avait une petite carte, comme ça. J'ai lu ça, avant effectivement de passer à d'autres ouvrages d'aventure, Bob Moran, qui était déjà plus viril. Bob Moran prenait des coups jaune, sans respect. Exactement, avec des boas, constructeurs, etc. Il prenait des coups, Bob Moran, dans la figure, il se faisait casser la figure. Et attendez, mais je n'ai pas fini aussi. Je vous en prie. Si vous me permettez de continuer. Je vous en prie. C'était aussi ma maman, qui était institutrice, comme ma grand-mère, qui un jour est revenue avec une encyclopédie qui s'appelait Tout l'univers, rouge, toute neuve, avec beaucoup d'illustrations, et qui m'a dit, je te mets ça dans ta chambre, tu n'es pas obligé de lire, mais si tu as envie, tu n'as qu'à ouvrir un des volumes. Ce qu'évidemment j'ai fait. Vous voyez, la lecture, c'était par l'incitation. Par l'incitation, mais l'incitation fine quand même, pas l'obligation. Pas d'obligation, et tous les étés, on partait en vacances et on s'arrêtait dans une ferme familiale qui maintenant est en ruine et inhabitée, qui est un ancien relais de diligence. C'était ma grande-tante et mon grand-oncle qui étaient agriculteurs toute leur vie, et qui étaient des paysans qui lisaient. Et il y avait un Céline notamment, je ne sais plus, alors j'ai pas su, on n'a pas retrouvé si c'était Mort à crédit ou Le Voyage au bout de la nuit, mais il y avait surtout en collection Hetzel, vous voyez, ces belles collections rouges, dorées, sans doute un prix d'école à ce qu'on donnait à l'époque dans les écoles communales, et c'était
L'ami Fritz d'Ekman Chatrian. J'ai découvert plus tard que c'était 2 auteurs. Alors on restait une nuit souvent dans la ferme et on repartait, donc chaque nuit je lisais un chapitre ou moins d'un chapitre. Je m'endormais après. C'était un livre, je me rappelle, bien illustré, et puis il faisait froid dans cette chambre. Et chaque année, je reprenais le livre où je l'avais laissé l'été précédent. Et un de mes regrets, c'est de ne l'avoir pas fini. Et surtout, frustration vous reste. Et surtout de n'avoir pas retrouvé cet ouvrage. Ah non, bien sûr que j'ai lu depuis. Non, j'ai retrouvé à la maison, pas dans cette collection. Tout à fait. Et après ces lectures finalement ratées, avortées de l'ami Fritz, j'ai fait en Allemagne, c'était l'été 1980. Il y avait aussi la bibliothèque familiale où la maman était française. Et elle m'avait dit pareil, comme ma mère, il y a des livres, donc tu peux en prendre et en lire si tu veux. Et j'ai pris ces livres, j'ai lu la trilogie de Pagnol. Et le 3e livre, c'est Yves Gibault, c'est un livre qui n'est pas très connu, qui s'appelle Allons enfants, et qui était un ouvrage, pareil, une initiation, moi qui étais en initiation en Allemagne, sur un enfant dont le père veut qu'il soit militaire et lui ne le souhaite pas. Et le hasard a voulu, c'était mon premier lien entre littérature et cinéma, que ce film soit tourné à Chambéry en 1981, je crois, ou 2, dans le Carré Curial, qui à l'époque n'était pas reconverti, qui était une caserne désaffectée. Et plusieurs élèves de la classe avaient été sollicités, enfin s'ils le souhaitaient, pour être figurants. Et s'étaient retrouvés la boule rasée comme des enfants de troupe, comme on appelait ça à l'époque, c'était le thème du livre, avec de pauvres uniformes. Donc on avait une classe, moi je n'avais pas osé moi-même franchir le pas, mais on était dans une classe avec plusieurs élèves qui avaient la boule à zéro, comme on disait, c'était assez rigolo. Et vous voyez, c'est toujours ce lien entre littérature et cinéma. Et donc ce séjour allemand, l'été 80, m'a beaucoup fait changer en littérature, que j'ai poursuivi après avec des rencontres, avec des amis avec qui j'échange toujours. On connaît nos goûts littéraires et on échange nos meilleures lectures, ce qui nous a plu, et souvent on oriente nos amis, comme on connaît bien leur goût, leur sensibilité, vers des ouvrages dont on sait qu'ils leur plairont. Alors, nous en arrivons à la dernière partie de notre entretien. Vous avez le choix, mais à la fois aussi l'obligation, de répondre à un questionnaire. C'est pas celui de Proust. Alors, vous avez le choix entre celui de Proust ou celui de Bernard Pivot. C'est vous qui choisissez et je vous l'inflige. Ben écoutez, comme je suis un lecteur de Proust, je préfère celui de Proust. Alors, je n'ai jamais répondu au questionnaire de Proust. Quel est votre principal trait de caractère? Moi, je pense l'altruisme. La qualité que vous préférez chez un homme? Je vais être assez banal, mais oui, soit le courage, soit la loyauté. Votre rêve de bonheur? C'est François Sagan qui disait « Le bonheur, c'est déjà se sentir bien ». Alors oui, me sentir bien, dans le sens atteindre une forme de sérénité, d'épanouissement. Quel serait votre plus grand malheur? Oui, être séparé d'un de mes enfants, ou des deux, d'une manière ou d'une autre. Vos auteurs favoris en prose? En prose, voilà, c'est une question qui est beaucoup trop longue. Il s'agit de faire un choix. Proust, je le reprends régulièrement, je ne l'ai jamais fini. Moi, j'aime bien Patrick Modiano, vous voyez, comme auteur, qui écrit peu, enfin, il écrit beaucoup à la longue, mais qui écrit un livre tous les 2 ans. J'ai beaucoup aimé Thomas Mann, par exemple. J'ai eu une période liée à l'apprentissage de l'allemand. Dans Zauberberg, oui, la montagne magique, bien sûr. Oui, c'est un de mes ouvrages préférés que j'aime bien reprendre. Avez-vous des poètes favoris? Bien que vous ne soyez pas très porté sur la poésie, nous avez dit. Oui, moi aussi, quand même, si j'aime bien, c'est assez banal, mais j'aime beaucoup Verlaine et Rimbaud. J'aime bien aussi Antonin Artaud, dans un genre différent que j'ai découvert en Hippocrate. Émile Varenne aussi, j'aime bien. Je ne suis pas sûr que ce soit un poète encore bien lu. Non, peut-être pas tellement maintenant. Mais j'aime bien. Ouais. Ce que vous détestez par-dessus tout? Les gens qui fuient. Dans quel état d'esprit vous trouvez-vous à présent? En face de vous ou en général? Pourquoi pas? Ou aujourd'hui? Aujourd'hui. Ou récemment? Oui, une certaine sérénité, qui n'est pas encore l'état que j'aimerais atteindre. Qui serait plus celui de la quiétude, vous voyez. Oui, très bien. Mais ça alterne, parce que c'est des états qui sont passagers chez moi. Les fautes qui vous inspirent le plus d'indulgence? La bêtise, bien sûr. Avez-vous une devise?
Quand on était au scout, on appelait ça la souplesse dans la raideur. J'aime bien ça. La souplesse dans la raideur. Oui. Oui. Et En enfin, fait, comme en politique, j'aime bien l'autorité, mais le progrès. J'aime bien le partage des deux pour tendre à un équilibre. Pour moi, une société ne peut pas progresser s'il n'y a pas d'ordre d'autorité. Dans le comportement au quotidien, c'est un petit peu pareil. Il faut à la fois de la souplesse, mais il faut aussi un peu de raideur. Et c'est l'équilibre des deux qui finalement fait que son tempérament, on peut faire bouger les choses. Je vous parle dans ce que je fais. Hein, je comprends bien. Non pas dans ce que je serais si je faisais autre chose. Un métier, par exemple. Bien, des trucs mémoire ou des auditions. Renaud Beretti, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir participé à cet échange et bonne continuation.